Alassane Ouattara est-il un président démocratiquement élu, un président qui répond aux critères de la démocratie? Ouattara, d'abord, pour commencer, Ouattara n'a jamais été un président. Ouattara était un chef d'État, voilà, qui a été installé par Nicolas Sarkozy à la tête de notre pays. Ouattara n'a jamais été élu par les Ivoiriens parce que nous savons qui a été le président de la Côte d'Ivoire en 2010. Ouattara a fait un complot avec Sarkozy et l'ONU et il s'est autoproclamé président. Voilà. Ils n'ont pas voulu accepter la décision de la Cour constitutionnelle. Et ce qui est étonnant, cette même Cour constitutionnelle que Ouattara avait rejeté les résultats, cette même Cour constitutionnelle vient investir encore Ouattara en 2011. Ce qui est flagrant. Et Ouattara n'a jamais été un président démocratique. Ouattara, oui, mais excusez-moi, quand vous dites qu'il n'a pas été un président démocratique, aujourd'hui, on parle de troisième mandat. Est-ce que réellement, dans tous ces 3 mandats, est-ce qu'on peut dire, vous pouvez dire aujourd'hui qu'il y a eu des triches, il y a eu des hold-up constitutionnels en Côte d'Ivoire? Comme je le disais, Ouattara n'a jamais gagné d'élection. Figure-toi, Sam, qu'en 2010, c'est Bédié qui venait en deuxième position, ce n'était pas Ouattara. C'est le président Henri Konan Bédié qui venait en deuxième position. Et ça, l'ambassadeur de France à cette époque l'a dit. Il a remercié Bédié de ne pas venir au deuxième tour. Pour venir au deuxième tour, normalement, il faut être premier ou deuxième. Donc, du moment où Bédié venait en deuxième position, que Ouattara a été imposé, voilà, tout a été un hold-up jusqu'en 2020. Ouattara a été imposé au fait aux Ivoiriens. C'est tout. Alors, on va partir. Pourquoi qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Pourquoi il y a eu cette légèreté, cette laissée de l'honneur du pays à la main de Ouattara? Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des Ivoiriens? Pourquoi il n'y a pas eu de contestation au sein de l'opposition, au sein de la population ivoirienne? Monsieur Sam, quand un opposant vient avec une armée, c'est dangereux pour un pays. Quand un opposant a une armée, c'est dangereux pour un pays. Et Ouattara avait une armée, et cette armée était prête à tout pour mettre Ouattara au pouvoir. Et ça, nous l'avons vu tous. Nous qui étions en Côte d'Ivoire, nous l'avons vécu. Voilà. Et les Ivoiriens sont dans une peur qui n'en dit pas son nom. Les Ivoiriens ne peuvent plus parler en Côte d'Ivoire. Vous voyez même aujourd'hui, en 2024 encore, Ouattara continue d'arrêter des gens qui osent la voix pour parler pour le peuple. Ouattara les arrête et les emprisonne. Et même notre camarade Steve Biko qui était en Mauritanie, qui a haussé le ton, et Ouattara a envoyé un gouvernement présidentiel aller le chercher en 2023. Donc les Ivoiriens sont dans la peur. Les Ivoiriens sont dans la peur, les Ivoiriens ne peuvent pas parler. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui le silence des Ivoiriens. Mais ce silence-là, les Ivoiriens l'ont brisé en 2020. Et on a vu la gendarmerie accompagner la milice privée de Ouattara dans un mini-car vert pour tuer les manifestants. Sans compter Kofi Toussaint qu'ils ont décapité et tout. Beaucoup comme ça qu'ils ont tué. Près de 180 personnes. Même chez moi à Dabou, qu'on a vu des vidéos où des gendarmes sont arrivés avec des chars blindés, lourdement armés, pour vouloir réprimer le peuple. Le peuple ivoirien a peur. Et nous, quand nous sortons pour parler, c'est pour défendre le peuple ivoirien et c'est pour mettre à nu la dictature de Ouattara qui est flagrante en Côte d'Ivoire. Alors, est-ce que ça vous indigne pas aujourd'hui de voir que la communauté internationale, la Cour pénale internationale et l'ONU silencieux de cette situation aujourd'hui en Côte d'Ivoire? Qu'avez-vous dire à ces organisations? Mais ce que j'ai à dire à ces organisations, c'est que Ouattara a été imposé aux Ivoiriens par ces mêmes organisations. Vous voulez dire que ces organisations ont trahi les Ivoiriens aussi? Voilà, c'est eux qui sont à la base du truc. Parce que tu ne peux pas comprendre qu'un opposant ait une armée. Quand vous voyez tous les commentaires, toutes les grandes chaînes propagandistes qui parlaient de Ouattara, ces grandes chaînes-là parlaient en disant l'armée de Ouattara. Et cette même armée, elle a combattu aux côtés de la force du col et a combattu aux côtés de l'ONU en 2011. Donc, on ne peut pas être plus royaliste que le roi. Voilà, c'est eux qui ont mis Ouattara au pouvoir et c'est eux qui soutiennent ce que Ouattara fait. C'est eux qui ont soutenu le 3e mandat de Ouattara.
Le troisième mandat anticonstitutionnel, Ouattara n'a jamais respecté la Constitution depuis 90, ça on le sait. Et voilà. Il n'a jamais respecté les institutions ivoiriennes et Ouattara est prêt à tout pour conserver son pouvoir. Merci beaucoup, Monsieur Oximo. Monsieur Okosisi, vous faites partie de ceux qui sont dans les viseurs comme Oximo. Interdits sont d'entrer en Côte d'Ivoire. Nous le savons, selon la constitution ivoirienne, aucun Ivoirien n'a le droit d'être interdit de rentrer en Côte d'Ivoire. Et cela est déjà sur vous. Vous n'êtes pas censé de rentrer en Côte d'Ivoire. Et quand vous observez aujourd'hui à 6000 km l'arrestation de certains de vos collègues et par un régime que vous avez longuement combattu, quel est votre mot, votre premier mot sur ces arrestations? D'abord, je tiens à saluer le courage et l'opiniâtreté du camarade Oximo de Oudi, qui est dans la même veine que moi. Quand je dis dans la même veine que moi, j'entends un peu ce qu'il essaie de faire passer comme message que beaucoup réfutent. Vous lui avez posé la question de savoir si oui ou non le terroriste Alassane Dramane Ouattara, qui fait office de chef d'État de Côte d'Ivoire, avait été démocratiquement élu. Et je réitère sa réponse. Et j'irai même plus loin. Vous voyez, aujourd'hui la société adopte une vie collée sur des lois, une vie organisée, pour que la société humaine ne soit pas pareille à la jungle. Et aujourd'hui, dans cette vie-là, cette société a décidé de choisir pour certains la démocratie, pour certains la monarchie, et j'en passe. Parlant de la Côte d'Ivoire, nous avons calqué notre vie sociétale sur ce qu'on appelle la démocratie. Mais la démocratie a des règles, la démocratie a des faits, la démocratie c'est aussi une science. Même si on dit c'est la nette appréciation du moment, quand on parlait de politique. Quelle est la science de la démocratie qui fait de quelqu'un un président de la République? C'est des normes. Dans le cas de la Côte d'Ivoire, le président de la République est voté au suffrage universel. Le suffrage universel, pour certaines organisations, avant en Côte d'Ivoire, c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections et proclamait les résultats. Aujourd'hui, avec l'avènement du président Laurent Gbagbo, combattant, intrépide, aujourd'hui imité mais jamais égalé, qui n'est plus à présenter, nous sommes passés de la gestion des élections par le ministère de l'Intérieur, géré par le pouvoir en place du PDCI-RDA, à une gestion d'élections par la CEI, la Commission électorale indépendante, pour que ces élections soient plus crédibles. Bien avant ça, dans cette transition, nous avons vu M. Honoré Guié, qui a été le président du CNT ou je sais pas quoi. Il y a une structure qui gérait les élections, j'ai oublié le nom. Et après Honoré Guié, quand le président Laurent Gbagbo a vu les malversations et les indélicatesses de cette structure, ils ont bien voulu à son régime de créer ce qu'on appelle la Commission électorale indépendante. Où il a même donné, à cause de la rébellion du terroriste Alassane Dramane Ouattara, à cause de la guerre imposée de la France contre la Côte d'Ivoire, a donné toute la grande partie à ce qu'on appelle aujourd'hui le RDR, qui se fait appeler RHDP. Alors, pour qu'on dise vous êtes président de la République, au suffrage universel, il y a une procédure qui passe par l'annonciation du candidat gagnant par la CEI. La CEI, pour ne pas refaire l'histoire, s'est retrouvée dans la case des opposants, dont le terroriste Alassane Dramane Ouattara et le président Henri Konan Bédié, au Golf Hotel, qui était le QG de l'autre candidat. Au-delà de ça, le Conseil constitutionnel, dont a abordé la question Oxymore, avait dit que les résultats donnés par la CEI n'étaient pas, non seulement étaient caducs et avaient dépassé le timing. Et d'ailleurs, le président de la CEI d'alors, M. Diarra-Souba, lui-même avait dit qu'il n'était pas encore minuit pour donner les résultats, mais avant minuit, il allait donner les résultats. Pourtant, quand il a été au-delà de minuit, il s'est retrouvé au Golf Hotel sans donner les résultats. Donc, ce qui fait que le terroriste Alassane Dramane Ouattara, aujourd'hui, scientifiquement, n'a jamais été président de Côte d'Ivoire. D'abord, parce qu'il a été un candidat exceptionnel. Candidat exceptionnel, pourquoi? Parce que ses adeptes, ses partisans avaient pris les armes et ils ont fracturé la Côte d'Ivoire en deux. Le président Laurent Gbagbo, en tant qu'homme humain, en tant que quelqu'un qui aime le social,
quelqu'un qui est patriote, quelqu'un qui ne veut pas voir la Côte d'Ivoire divisée, a choisi de faire de Ouattara un candidat exceptionnel avec l'article 48 que la Constitution lui confère le droit juridiquement de faire. Alors, est-ce que Ouattara est un président constitutionnellement élu? Non. Ouattara est un président illégitime, illégal. Ouattara, c'est quelqu'un que l'oligarchie mondiale et la France a mis à la tête de la Côte d'Ivoire pour leurs intérêts. Ouattara n'a jamais été de l'arcane scientifique de ce qu'on appelle la démocratie pour qu'aujourd'hui on parle d'un président élu. Je voulais ouvrir cette parenthèse, mettre à l'aise tous ceux qui nous suivent pour qu'on comprenne que le terroriste Alassane Dramane Ouattara, par la force des armes, de Ibrahim Koulibaly qui aujourd'hui est mort, par la force des armes et par le fait que Soro Guillaume se soit octroyé la rébellion, est aujourd'hui un chef d'État parce qu'il détient tout l'appareil de la gouvernance d'un État. Mais il n'a jamais été président de la République de Côte d'Ivoire et j'affirme et je confirme avec mon frère Oxymore. Pour répondre à votre question, de voir pourquoi ce terroriste et son régime moribond, son régime totalitaire, son régime clanique, son régime tribal s'attaquent aux cyberactivistes. Vous voyez, l'islam reconnaît la force de la parole. C'est pour ça qu'un musulman, pour te donner de la valeur, il se réfère à ta parole. Sam, tu es musulman, tu peux acquiescer ce que je dis. On dit, chez les musulmans, un homme qui n'a pas de parole ne mérite pas respect. Chez les chrétiens, ils disent que le monde a été fait par la parole. Au commencement était la parole. Donc la parole est, si vous voulez, la matrix de l'homme. Parce que les animaux ne parlent pas. Les animaux, par instinct, disent dans leur langage, certains aboient, on dit le chien aboie, on dit la poule caquette, on dit par exemple le cheval geint et j'en passe. Bref, pardon, le porc geint, le cheval, bon bref, vous savez tout ça. Donc pour l'homme, on dit il parle. Or cette parole-là... Vous voulez dire que la différence entre l'homme et les animaux, c'est la parole donnée qui fait la différence. Exactement. C'est la parole. Et la parole est reliée à la conscience. La conscience est reliée à l'esprit et l'esprit est relié à l'homme entièrement dans son physique. Partant de là, le terroriste Alassane Dramane Ouattara n'est pas un homme de parole, donc il ne mérite aucun respect d'un autre homme. Il est du facto du côté des animaux, parce que c'est ça qui fait la différence des hommes. Ce monsieur-là, aujourd'hui, arrête les cyberactivistes. Pourquoi? Parce qu'ils détiennent le pouvoir de la parole. Est-ce qu'on se comprend? Ils détiennent la force de la parole. Ils détiennent l'âme qui a fait le ciel et la terre. Ils détiennent l'âme qui fait de celui-là un homme. Aujourd'hui, je vois des images passer en boucle dans votre derrière votre comment dirais-je diaspora. Nous voyons celui-là, il s'appelle Gala Kolebi, arrêté hier juste parce qu'il a dit merci que Nicolas Sarkozy soit arrêté. Celui qui passe à ce moment, il s'appelle Peter 007. Il a eu un guet-apens et arrêté en Côte d'Ivoire, sous peut-être qu'il devait venir faire une émission. C'était un soroïste. Celui qui est passé avant lui, après Peter 007, s'appelle celui-là. Il s'appelle Oxymore, prête-moi le nom là. Bon, on va faire comme ça, quand ça va me réviser, je vous dis. Celui qui passe en ce moment s'appelle Johnny Pacheco. Il a failli être assassiné par le RDR parce qu'il a la parole. Celui-là s'appelle Sibiko. Il a eu un avion déplacé en Côte d'Ivoire pour aller le chercher tout doucement parce qu'il parle. Celui qui est en train de passer en ce moment, tout à l'heure vous allez voir, on l'appelle Serge Kofi le drone. Celui-là qui passe en ce moment. Serge Kofi le drone a été arrêté parce qu'il a la parole. Celui-là en tenue militaire, il s'appelle Destin Hamilton, dessin animé. Ils sont les précurseurs des cyberactivistes en Côte d'Ivoire qui étaient dans le groupe qu'on appelle la Josie Gang de dessin avec Johnny Pacheco. Aujourd'hui, il est retiré de la liste électorale parce qu'il a utilisé la parole. Celui-là qui parle, il s'appelle Bikongo. Bikongo a été arrêté, banni militaire, enlevé sur lui parce qu'il a dit la vérité en disant que ceux qui aujourd'hui cassent les maisons et mettent les Ivoiriens dans la rue ont été ceux-là dont les maires vendaient dans la rue. Donc, l'un dans l'autre, il y a une dame qui passe sur votre écran, elle s'appelle Zainab Ayoub. Zainab Ayoub est une adepte de Soro Guillaume, cyberactiviste qui avait été arrêté, qui a purgé sa peine, qui a été libéré en même temps que Chérif Balé, tout seulement parce qu'il utilise la parole. Donc, pour répondre à votre question, pourquoi le terroriste Alassane Dramane Ouattara et ses mandants de l'Occident, de l'impérialisme colonial, arrêtent les cyberactivistes? C'est naturellement parce que ces cyberactivistes utilisent la parole, qui est l'arme des hommes forts. La parole qui est l'arme qui prévient, qui est l'arme qui défait, qui est l'arme qui libère, qui est l'arme qui maudit. La parole qu'ils utilisent, les écrits qu'ils utilisent, ont amené Alassane Dramane Ouattara à comprendre que son pouvoir n'est que un château de sable. Et s'il arrête cet activiste-là, on ne saura pas que c'est un
terroriste, c'est un bandit et qui ment à la communauté internationale. Il fait ce qu'on appelle un terrorisme psychologique, un terrorisme de la communication pour le monde entier. Parce que Alassane Ouattara, en réalité, n'est rien en Côte d'Ivoire sans l'Occident. Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire, en réalité, n'a rien réalisé. Alassane Ouattara, en Côte d'Ivoire, n'est qu'un pantin mis là pour voler les Ivoiriens, voler les Africains et abattre toute la Côte d'Ivoire avec sa femme Ebouya Ouattara, une femme berbère, une femme mégère, juive, qui n'a que Dieu que pour l'argent, pour le matériel et qui s'en fout de la vie d'un homme. Voilà un peu pour ma part pourquoi est-ce que Alassane Ouattara traque les cyberactivistes qui aujourd'hui ont utilisé les réseaux sociaux pour les traquer, donc Oximo ici que je salue. Donc toi-même qui avec le web te mène ce combat, donc camarade, pourquoi Ouattara arrête les cyberactivistes? Parce qu'ils utilisent la voie de la parole, ils utilisent la voie de l'écrit, ils utilisent la voie de la dénonciation. Ils sont devenus des journalistes là où la RTI ne veut pas servir les Ivoiriens, là où les médias d'État sont caporalisés, là où les journaux mentent. Ils ont décidé de dire la vérité et ils ont beaucoup de millions d'abonnés et ils commencent à combattre Alassane Ouattara qui a toujours passé son temps à mentir sur son bilan, à mentir sur qui il est et à mentir sur la gestion de l'État. Voilà ce que je n'ai dit, pourquoi ils ont arrêté les activistes et pourquoi on continue de les traquer. Merci beaucoup, Okositi. Alors, monsieur Oximo, j'y reviens avec vous. Cette situation dérange énormément, fait peur aujourd'hui, tout ensemble des Ivoiriens aujourd'hui qui n'ont pas le contrôle de leur pays. Un point très important que Okositi vient de nous souligner dans sa présentation. Un activiste. Est-ce que dans la constitution ivoirienne, il est interdit de critiquer un ancien président français et qu'on se retrouve en prison? Pourquoi il y a eu ce changement? Ben, c'est ce qu'on remarque. Hein. Je ne sais pas si vous me recevez. Oui, on vous reçoit. Mais votre image est calée. Allez-y, on vous reçoit. Allez-y. Ok. C'est ce qu'on remarque. C'est ce que j'avais dit en entrée de jeu. Je dis c'est M. Sarkozy. Ça prouve que c'est Sarkozy qui a mis Ouattara au pouvoir. C'est simple. Ça prouve que c'est Sarkozy qui a mis Ouattara au pouvoir. Sinon, ça a quoi? Nous tous on s'est réjouis de ce que Sarkozy soit au moins une fois emprisonné. Parce que on peut pas admettre que Sarkozy fasse beaucoup de mal aux Ivoiriens et que rien n'est fait. Voilà, aujourd'hui, ils l'ont condamné, je ne sais pas pourquoi, mais c'est un soulagement pour d'autres personnes en Côte d'Ivoire. C'est un soulagement. Et moi-même, c'est un soulagement pour moi. Parce qu'il a fait vraiment trop de mal à notre nation. Et lui, il a le droit de parler. Hein. Et ça prouve une fois encore que c'est Ouattara. Ça prouve une fois encore que Ouattara est le poulet de Sarkozy, au fait. Ouattara a été mis là par Sarkozy. Sinon, pourquoi l'arrêter? Ouais, tout à fait. Tout à fait. Alors, pourquoi ils l'ont arrêté? C'est la question même qu'on se pose. Hein. Pourquoi ces multiples Ivoiriens sont arrêtés en Côte d'Ivoire? Alors, pour vous, quelle est la solution pour arrêter ces barbares en Côte d'Ivoire? Ben, c'est une opposition d'abord. C'est une opposition d'abord. Quand M. Ouattara était dans l'opposition, c'est une opposition qui était armée. Et ils ont pu inquiéter tout le monde jusqu'à ce qu'ils arrivent au pouvoir avec l'aide des autres, l'aide de la communauté internationale, les soi-disant communauté internationale. Donc il faut aussi que les Ivoiriens s'apprêtent. Si Ouattara ne peut pas passer par la démocratie, il faut aussi qu'on ait une opposition aussi armée pour l'enlever du pouvoir. Voilà, il faut que les Ivoiriens aussi s'apprêtent à sortir dans la rue, à se mobiliser contre Ouattara, à se dresser contre lui. Oui, mais la question que je peux vous poser, si nous observons aujourd'hui les partis politiques ivoiriens qui ne sont pas en capacité de mobiliser aujourd'hui, est-ce que pour vous, on peut dire que les pouvoirs politiques ont perdu leur puissance devant Ouattara? Mais Ouattara s'est implanté en Côte d'Ivoire plus parce que le président Laurent Gbagbo n'était pas en Côte d'Ivoire. Depuis qu'il est arrivé en Côte d'Ivoire, la politique bouge en Côte d'Ivoire. La politique bouge. On voit les menaces de Ouattara et tout. On voit qu'il enlève seulement les gens de Gbagbo. C'est celui dont tu as peur que tu menaces toujours. Sinon, quelqu'un que tu peux frapper, tu ne vas pas le menacer, tu vas le laisser vaquer à ses occupations. Mais c'est parce qu'il a peur du président Laurent Gbagbo, il a peur du pouvoir du peuple, il a peur. Parce qu'il sait que le président Laurent Gbagbo est avec le peuple. Et il a peur de ça. Donc il veut intimider. C'est pourquoi vous allez voir Damana Picasso, Kwa Justin sont toujours en justice. Et beaucoup de cyberactivistes du président Laurent Gbagbo sont arrêtés. Beaucoup de membres du PPACI sont en prison et tout. Il a peur du président Laurent Gbagbo.
C'est pourquoi il a peur de mettre son nom. Il a peur de dire que le nom du président Laurent Gbagbo est sur la liste électorale. Pourtant, nous savons qu'une élection, Ouattara, Laurent Gbagbo le bat à 90%. Laurent Gbagbo le bat à 90%, ce qui fait peur à Ouattara. Voilà, mais il faut que Ouattara sache que nous, qui avions la chance d'être hors du pays, nous allons toujours parler pour galvaniser notre peuple. Pour dire au peuple ivoirien de se tenir prêt. D'être prêt à enlever ce pouvoir-là. Oui, mais c'est pas facile, hein, monsieur Oximo, parce qu'en observant aujourd'hui, tout récemment, l'arrestation de Steve Biko, qui a demandé une protection dans un pays africain qui n'est pas un sous-préfecture de la Côte d'Ivoire, et ces pays ont violé la protection humaine pour livrer votre collègue combattant Alassane Ouattara, le dictateur. Est-ce qu'aujourd'hui vous pouvez dire que réellement que on est protégé, on est vraiment protégé quand on est dans un pays qui respecte, qui doit respecter la vie privée aussi, la protection humaine? Mais pour moi, la Mauritanie n'est pas un pays de confiance. Même les pays Maghreb ne sont pas des pays de confiance. Parce que, pour moi qui ai eu la chance de faire un pays Maghreb, l'homme noir n'est pas respecté là-bas, au fait. Pour son bien, comment dire, pour son épanouissement. Voilà. Son pour son épanouissement et tout. Voilà. Il est prêt à te vendre pour l'argent. Vous avez vu ce qui s'est passé en Libye. Donc l'homme maghrébin est prêt à vendre l'homme noir pour son argent. Et tu ne vas pas me dire que tu ne sais pas qu'en Côte d'Ivoire, les tenants de boutiques et tout, c'est les Mauritaniens. Donc, il a signé un accord simple. Vous me ramenez celui-là où je vous ramène tous vos ressortissants qui sont ici, qui ont des boutiques et tout. Voilà comment Steve Biko a été attrapé militari pour le ramener en Côte d'Ivoire. Voilà, c'est des pays. Voilà, j'aimerais. Voilà, excusez-moi, je voudrais juste rappeler à tous nos téléspectateurs auditeurs qui nous suivent en direct. C'est nouveauté, ça, c'est la première fois et c'est le premier essai que nous sommes en train de faire. Nous sommes sur 3 plateformes. Et pour ceux qui n'arrivent pas à voir les notifications de Facebook, vous pouvez aller sur YouTube ou sur TikTok ou sur Facebook. Et vous pouvez nous suivre en direct sur ces 3 plateformes où l'émission se déroule actuellement. Alors, Monsieur Oximo, j'aimerais tout simplement dire que quand je vois aujourd'hui toutes ces personnalités, ces cyberactivistes qui se battent aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire, pour les Ivoiriens, arrêtés aujourd'hui, pas de manifestations, aucun Ivoirien ne ose lever le ton en Côte d'Ivoire pour demander la libération. Est-ce que vous condamnez aujourd'hui ceux qui sont aujourd'hui au pays, ou est-ce que on peut dire qu'ils oublient l'effort que vous faites aujourd'hui sur les réseaux sociaux? Au fait, je ne condamne aucun Ivoirien. Il y a beaucoup d'Ivoiriens qui nous écrivent. Il y a beaucoup qui sont prêts. Ils disent qu'ils attendent juste 2025. Ils attendent juste que Ouattara dise qu'il est candidat. Oui, mais j'aimerais vous dire tout simplement, ceux qui sont en prison aujourd'hui méritent de retrouver leur famille aujourd'hui. Les années passent, les fêtes passent, ils ne sont pas avec leurs enfants. Est-ce qu'il faut toujours attendre 2025? C'est ça aussi le combat. C'est ça aussi le combat. Quand tu embrasses ce combat, il faut être prêt à toute éventualité. Il faut savoir que tu vas faire la prison, il faut savoir que tu peux mourir dedans, il faut savoir que tout peut t'arriver. Et demain, nous on est séparés de nos familles. Voilà, on est séparés de nos familles, on n'arrive pas à voir nos parents. Voilà. Donc c'est comme ça, c'est la vie. Il y a d'autres qui perdent leurs parents, ils ne peuvent pas aller les enterrer. C'est le combat aussi. Il faut qu'ils tiennent bon. On ne les a pas abandonnés et chaque jour, on va prier pour pouvoir faire des vidéos pour eux. Mais le soulèvement arrive. Il faut que tous les Ivoiriens soient prêts au fait pour ce soulèvement-là. Celui qui doit être dans ce combat-là, qui n'est pas encore réveillé, Dieu ne va pas encore lancer. Quand il sera réveillé, tout le monde va se réveiller et puis ça va arriver. Mais je sais une seule chose, les Ivoiriens sont impatients et ils attendent. Ça, je le sais.
ils attendent le 2025, comme vous l'avez dit. Et nous aussi, nous attendons 2025 pour vraiment faire des émissions spéciales, spéciaux pour le départ de Ouattara au pouvoir. Monsieur Okosisi, 2025, que va-t-il se passer? Est-ce que 2025 est une nouvelle ère pour la Côte d'Ivoire, est une réconciliation en Côte d'Ivoire? 2025, que va-t-il se passer? Est-ce qu'on peut, nous, aussi rentrer en Côte d'Ivoire et vraiment parler en live avec les Ivoiriens? Je vais encore emboîter le pas à mon copanéliste en disant que lorsque vous allez au combat, c'est toute une organisation. On n'improvise pas le combat. Si on vous impose le combat, vous réagissez. Et la réaction que vous portez doit à un moment donné vous servir d'expérience pour adjuger votre posture et votre position. Tout à l'heure, il a dit qu'il ne condamnait aucun Ivoirien. Effectivement. Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes dans une banque, venir retirer de l'argent et que des gens armés rentrent pour prendre cette banque en otage pour un braquage? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Qu'est-ce que vous pouvez faire si vous êtes chez vous à la maison, que des gens armés jusqu'aux dents, quelque chose qu'on n'est pas prévu, arrive chez vous et vous mettent en joue? Qu'est-ce que vous pouvez faire? Vous voulez dire qu'il faut condamner ces Ivoiriens? Non, je veux dire qu'il ne faut pas les condamner. Pourquoi les condamner? Condamner quelqu'un qu'on a surpris par des armes. Quelqu'un qui se réveille un matin avec des assassins, des terroristes, des gens armés jusqu'aux dents, qui mettent sa vie en danger. Même les animaux, par instinct de survie, lorsqu'il y a le feu dans la forêt, ne prennent pas d'affaires, ne prennent pas d'enfants, ils courent. Mais qu'est-ce que vous voulez qu'un homme qui est chez lui, qui voit un matin des hommes armés jusqu'aux dents, lui imposer de ramper, de se lever, de se coucher? Qu'est-ce qu'il peut faire? C'est dans cette situation que les Ivoiriens se retrouvent. C'est vrai, oui, mais Okosisi, quand vous parlez comme ça, excusez-moi de vous couper, mais je pourrais dire que c'est un peu léger ça, parce que prenons l'exemple du Mali. Le Mali, il a fallu la population pour faire quitter Ibeka. Le Mali, il a fallu la population pour libérer Kidal. Mais est-ce que pour vous, il faut toujours aller en diplomatie avec un dictateur? Merci d'avoir cité des pays dont je vais te dire que la Côte d'Ivoire est précurseur. Sam, sans vouloir faire l'histoire, en 2000, quand le président de l'Angola a été attaqué, bon, autant en 2002, non, en 2000, oui, en 2000, quand le président Gbagbo a battu Robert Guéhi, avec les armes, Robert Guéhi a voulu voler la victoire au président Laurent Gbagbo. Est-ce que tu es informé de la réaction des Ivoiriens? Les Ivoiriens sont sortis spontanément. Ça, c'est en 2000. En 2002, quand Ibrahim Koulibaly, dit IB, et sa bande armée est rentrée en Côte d'Ivoire avec ses rebelles pour faire tomber le président Laurent Gbagbo par un coup d'État, quelle était la réaction non seulement des patriotes et des militaires? Ils les ont repoussés, ce qui a valu à la Côte d'Ivoire d'être divisée. En 2004, quand Chirac voulait imposer le président Laurent Gbagbo, Alassane Dramane Ouattara, en passant par le général Marshal Doué, quelle a été la réaction des Ivoiriens? C'est là que vous avez connu la force de Charles Blé Goudé qui a appelé les Ivoiriens à sortir massivement. C'est là que les Ivoiriens spontanément ont envahi toute la Côte d'Ivoire pour empêcher la France de poser un président derrière le président Laurent Gbagbo, sous prétexte que le président Laurent Gbagbo aurait tiré sur des camps français à Boaké. À partir de 2004 jusqu'à 2011, les Ivoiriens ont résisté. Où les Maliens étaient, où les Burkinabés étaient, où les Nigériens étaient, où les Guinéens étaient. C'est nous qui sommes les précurseurs. Oui, mais la question n'est pas à ce niveau, M. Okosisi, mais aujourd'hui, ce que nous devons retenir en général là. Oui, vous avez dit, mais qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire? C'est de ça que je parle. Oui. C'est de ça que je parle. Vous avez posé la question de savoir, est-ce qu'il faut faire de la diplomatie avec un dictateur comme Ouattara? Donc je vous donne la genèse de la réactivité des Ivoiriens en pareille situation. Vous comprenez? Aujourd'hui, la situation est inversée. Et je vous attends de vous dire tantôt, qu'est-ce que vous pouvez faire si on vous surprend dans une maison avec des armes?
Qu'est-ce que vous pouvez faire, vous, Sam, en ce moment sur ce plateau? Si des gens rentrent dans votre studio avec des armes, qu'est-ce que vous pouvez faire? Ils vont vous demander de couper l'émission, vous allez couper l'émission. N'est-ce pas? Il vous faut du temps de préparer une contre-attaque. Il vous faut du temps pour que votre cerveau, pour que votre corps, votre esprit, votre âme se mettent en symbiose pour réagir. Ce que j'essaie de dire, et pourquoi je suis d'accord avec ce que mon compagnon dit, je dis qu'on ne condamne pas les Ivoiriens, c'est parce que jusqu'à présent, les Ivoiriens ont été surpris par des gens en armes. Les Ivoiriens sont traumatisés par la violence, le niveau de violence pour imposer à Alassane Dramane Ouattara. Donc c'est dans ce processus-là que des gens comme les cyberactivistes qu'aujourd'hui ils traquent ont décidé de porter la voix. Nous, moi hier, j'étais en armes en Côte d'Ivoire. J'étais en armes. Je ne dis pas en larmes, je dis en armes. J'ai pris des armes pour me battre mon pays. J'ai défendu ma nation sur toute sa territorialité. J'ai défendu la Côte d'Ivoire contre l'envahisseur de l'OTAN, de la France-Afrique, avec son boy Alassane Dramane Ouattara. Aujourd'hui, je prête ma voix, comme beaucoup d'Ivoiriens, avec la nouvelle technologie pour continuer de nous battre. Et donc dire que pourquoi les Ivoiriens font la diplomatie, je m'inscris en faux. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas dans la diplomatie. La preuve, je suis sur ton plateau. La preuve, depuis 2011, les Ivoiriens continuent de battre le pavé. Ils ont marché dans la diaspora pour que le président légitimement élu, légalement élu, le président Laurent Gbagbo soit libéré. C'est des faits, Sam. Les Ivoiriens ont marché de tout le temps, ils continuent de marcher. Le combat, il est multiforme, il est multidimensionnel, il est multitactique. Aujourd'hui, là, si tu demandes que les Ivoiriens soient condamnés, pourquoi tu les condamnerais alors qu'ils continuent de se battre? Nous sommes arrivés à un moment où les armes ont pris le dessus, où la violence, l'ignominie, la dictature a pris le dessus. Est-ce que la Côte d'Ivoire est le premier pays qui subit une dictature? Non. Est-ce que la Côte d'Ivoire est le premier pays où des gens imposent des gens par la force et qui sont placides? Non. Ce qu'il essaie de vous dire, c'est que la Côte d'Ivoire, qui s'est toujours levée de façon unanime, de façon unie, à un moment, sont des moments où il y a des grands enjeux. Et ces enjeux-là sont les élections. En 2000, ça a été le cas. En 2011, ça a été le cas. En 2015, par les armes et par les micmacs politiques du président Henri Konan Bédié et du terroriste Alassane Dramane Ouattara, ça n'a pas été le cas. En 2020, le président Laurent Gbagbo était hors de la Côte d'Ivoire, mais ça a été le cas. Les Ivoiriens sont levés, ils ont été matés, certains ont été décapités, tu es informé. En 2025, ça sera l'apothéose. Et c'est en ce moment-là, Sam, qu'après 2025, on pourra juger les Ivoiriens de leur réactivité ou non. Excusez-moi, Okosisi, quand je parle de passer à la diplomatie avec Ouattara, je parle, est-ce qu'il ne faut pas faire le même scénario au Sénégal, au Mali? C'est-à-dire que sortir massivement, marcher pacifiquement et dénoncer les violences, les non-respects des normes ou des constitutions ou de la liberté d'expression en Côte d'Ivoire et demander le départ de Ouattara. Je pense que ces scénarios peuvent aujourd'hui montrer, mais quand on voit à 6000 km au-delà des frontières ivoiriennes où certains disent que la Côte d'Ivoire est d'accord pour Ouattara, où vous laissez les médias doctriner la population, est-ce qu'on ne peut pas dire que c'est un activisme légère aujourd'hui qui se passe en Côte d'Ivoire? Merci d'avoir ébauché ça. Déjà, l'entête de ton émission dit que la Côte d'Ivoire, les cyberactivistes sont dans le viseur de Ouattara, n'est-ce pas? Mais pourquoi les cyberactivistes sont dans le viseur de Ouattara? C'est des gens qui parlent seulement, des gens qui écrivent seulement, des gens qui sont seulement sur les médias, ils sont dans le viseur. Mais imaginez maintenant en interne. En interne, chaque jour que Dieu fait, on arrête des militaires sous présomption d'innocence à qui on accuse de vouloir faire un coup d'État. En interne, on arrête les politiques sous présomption qu'ils auraient critiqué Ouattara. En interne, on enlève des gens chez eux sans motif. En interne, c'est des armes qui sont pointées sur la tête de chaque Ivoirien. Ce qui s'est passé au Mali, ce qui s'est passé au Sénégal, ce qui s'est passé au Burkina a été l'organisation de partis politiques libres de tout mouvement. Aujourd'hui en Côte d'Ivoire, ce n'est pas le cas. Et mieux, je m'amuse toujours à dire que le président Roch Marc Kaboré, qui est burkinabé, n'aurait pas fait sortir des soldats pour tuer ses frères burkinabés. Le président Macky Sall, qui est sénégalais, n'aurait pas fait sortir des militaires, même s'il a essayé avec des nervis, pour tuer les Sénégalais jusqu'à un point. Le président, comment il s'appelle Ibeka. Ibeka, le président Ibeka du Mali, n'aurait pas fait la même chose parce qu'il est malien.
Le président du Niger, qu'ils ont arrêté, qu'ils ont supprimé, n'aurait pas pu aller jusqu'au bout. Mais pourquoi Ouattara va jusqu'au bout? Parce qu'il n'est pas ivoirien. Qu'on n'apprécie pas ce que je dis, c'est parce que Ouattara n'est pas ivoirien. Combien de morts il y a eu pour que Ouattara arrive au pouvoir? Combien d'ignominies il a pu poser? Combien de femmes il a éventrées? Combien d'enfants il a laissé orphelins? Combien de filles il a laissé orphelines? Ouattara n'a que de ce que peuvent devenir les Ivoiriens. C'est la brutalité de Ouattara, la violence de Ouattara qui aujourd'hui amène les Ivoiriens à suivre une frange de leaders politiques dont le président Laurent Gbagbo et de leaders de la société civile dont Pichele Delbalé et de certains cyberactivistes dont nous. Donc ce que vous dites est un fait, c'est vrai. Mais nous ne sommes pas face à la même réalité. Ibeka n'aurait pas tué son peuple à la hauteur de Ouattara. Ouattara est prêt à brûler la Côte d'Ivoire. Il a démontré en 2011, en avril 2011. Ibeka n'aurait jamais pris des avions pour aller bombarder la maison du président ou d'un ministre parce que c'est son opposant. Jamais. Ouattara l'a fait. Le président Roch Macabro ne le ferait jamais. Ouattara l'a fait. Même Blaise Compaoré, quand son peuple s'est levé, il est parti. Ouattara l'aurait fait. Le président de Boubou, le président de choses Niger, il ne l'aurait jamais fait. Même en Guinée, le président Alpha Condé. Le président Alpha Condé n'aurait jamais tué son peuple jusqu'à ce niveau-là. Pourquoi? Parce que le peuple a commencé à se lever. C'est ce que je veux te faire comprendre. Les réalités ne sont pas les mêmes. Les hommes ne sont pas les mêmes. Et l'ignominie de Ouattara fait qu'aujourd'hui, les Ivoiriens attendent une ligne rouge. Où ils sont préparés moralement, où ils sont préparés psychologiquement, où ils sont préparés physiquement pour franchir le Rubicon. Et c'est cette ligne rouge-là que mon compagnon essaie de vous faire comprendre. Alassane Dramane Ouattara est un sanguinaire, violent, d'origine burkinabé. Sa femme, Viviane Ouattara, est une femme qui est cupide, qui est atteinte à l'argent, qui n'a que faire de la vie humaine. Voilà des gens face à qui nous avons affaire. Et mieux, l'armée de Côte d'Ivoire n'est pas notre armée. C'est une arme de Ouattara. Parce que notre armée, c'est des Ivoiriens du Nord, du Sud, de l'Est, de l'Ouest et du Centre. Jamais il n'accepterait de voir un enfant de la Côte d'Ivoire décapité et la tête jouer au foot. Aujourd'hui, vous voyez les gens habillés en treillis, habillés en tenue policier. Mais c'est des étrangers, c'est des badauds, c'est des mercenaires de Ouattara qui ne sont en aucunement les soldats formés, les militaires formés, les gendarmes formés, les policiers formés. C'est la milice de Alassane Dramane Ouattara qui aujourd'hui insulte les Guinéens alors qu'ils sont Guinéens. C'est les mercenaires de Ouattara qui aujourd'hui insultent Sam parce que Sam dit Ouattara est un dictateur. C'est les mercenaires de Ouattara qui aujourd'hui insultent Ibrahim Traoré alors qu'ils sont burkinabés d'origine. C'est les mercenaires de Ouattara qui insultent aujourd'hui Assimi Goïta alors qu'ils sont maliens d'origine. C'est des mercenaires qui insultent aujourd'hui Tiani alors qu'ils sont nigériens d'origine. Donc c'est cette horde de personnes-là accolées à l'argent, à Betty pour avoir la nation ivoirienne à tout prix qui aujourd'hui fait les armes de Ouattara. Et l'armée de Ouattara n'est pas l'armée de la Côte d'Ivoire parce que Ouattara n'a pas d'armée. Quand on parle d'une force antiterroriste localisée à Jacquesville, où on ne sait qui rentre, qui sort, où il y a des Allemands, des Anglais, des Français et j'en passe, quand on parle d'une armée française totalement en Côte d'Ivoire, une armée américaine, quand on parle d'un melting pot de soldats qui ne parlent qu'en bambara dans les casernes, aujourd'hui on peut dire simplement, quand on paye des cyberactivités à des milliards pour pouvoir embellir l'image de Ouattara et tenir l'image de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que vous voulez que les Ivoiriens fassent en se mettant ensemble pour aller combattre? Alors, les Ivoiriens s'organisent. Ce n'est pas de la lâcheté, ce n'est pas du laxisme, ce n'est pas être placide, mais c'est juste la nette appréciation du moment, parce qu'en face de nous, nous avons quelqu'un qui ne travaille pas avec notre armée, mais qui travaille avec des mercenaires qui sont prêts à brûler toute la Côte d'Ivoire, parce qu'eux-mêmes à l'origine ne sont pas ivoiriens. Voilà où se trouve le quiproquo, voilà où se trouve le bas blesse qui est carrément différent de ce qui se passe au Mali, de ce qui se passe en Guinée, de ce qui se passe au Niger, de ce qui se passe au Burkina, parce que la Côte d'Ivoire, nous sommes les précurseurs de la résistance. Nous avons résisté de 2000 à 2011, et ça c'est des faits, vous pouvez vérifier. Donc ce que font les Maliens, ce qu'a fait les Burkinabés, ce qu'a fait les Nigériens, ils ont appris de ce que la Côte d'Ivoire a fait. Et ce que la Côte d'Ivoire a fait, jamais l'Afrique de l'Ouest, aucun pays ne l'a fait. D'ailleurs, nous n'étions pas soutenus, nous étions seuls. Le Mali a été soutenu par nous et par les Russes. Le Burkina a été soutenu par nous et par la Russie. Le Niger a été soutenu par nous et par la Russie. La Côte d'Ivoire n'a été soutenue de personne. Elle était livrée à elle-même face à son destin et contre tous. Le Burkina était contre nous, le Mali était contre nous, le Niger était contre nous, la Guinée était contre nous, tout le monde était contre nous. Et aujourd'hui, ce n'est pas la même chose. Aujourd'hui, Ouattara est terminé. La France l'a lâché grâce à vous, Sam, avec vos communications. Les médias internationaux ont vu que l'homme est un faux, est un menteur, est un assassin. Grâce à ces cyberactivistes qu'aujourd'hui ils traquent. Donc, en gros, pour voir ta question, ce n'est pas la passivité, ce n'est pas la laxité, mais c'est la réalité. Et nous sommes prêts aujourd'hui, dans notre organisation souterraine. Je t'ai toujours dit, nous nous préparons. En 2025, ça sera l'apothéose. Ouattara et nous allons décider de qui est le propriétaire de la Côte d'Ivoire. Et ça, c'est un fait, et j'ai dit. Merci, Okotiti. On va, monsieur Oximo.
la même question vous revient, les mêmes choses, les mêmes questions. Alors pour vous, est-ce que il n'y a pas une faiblesse au sein de la population ivoirienne? Merci Sam. Il n'y a aucune faiblesse au sein de la population ivoirienne. Ceux aujourd'hui qui appellent Ouattara à faire une 4e mandature, c'est des personnes qui ne sont pas ivoiriennes, c'est des apatrides en fait. C'est des personnes qui sont apatrides. Un apatride, c'est une personne qui est rejetée par son pays et qui n'est pas reconnue par le pays où il est. Donc c'est ce genre de personnes-là qui menacent toujours et qui poussent Ouattara à menacer aussi les cyberactivistes et aussi à martyriser le peuple. Parce que quand tu vois la milice de Ouattara qui est accompagnée par la gendarmerie d'Apollo Touré, tu comprends tout. En 2020, on a vu la milice de Ouattara accompagnée par la gendarmerie d'Apollo Touré. Apollo Touré même qui a trahi la République en travaillant comme un espion pour Ouattara sous la gouvernance de M. Laurent Gbagbo. Donc on comprend un peu dans quel contexte Ouattara est. Que le peuple ivoirien n'a plus peur de Ouattara. On sait qu'après tout, c'est la prison. La Côte d'Ivoire déjà est une prison à ciel ouvert. Donc être en prison et aller en prison, c'est pareil. En prison, au moins, ils vont avoir à manger, ils ne vont pas payer de l'électricité, ils ne vont pas payer la facture d'eau qui a augmenté, ils ne vont pas payer la maison. Il y a d'autres qui n'arrivent même pas à dormir dans les maisons, qui dorment au cimetière. Donc c'est mieux d'aller dormir en prison que de dormir dans les cimetières. Donc voilà, la prison ne ferait plus un Ivoirien en Côte d'Ivoire. Et il y a d'autres, maintenant quand ils enlèvent, ils ne disent pas où ils amènent la personne. Ils prennent la personne, ils l'envoient dans une destination inconnue. Et c'est ce qui nous fait peur. Si c'est la prison, ça n'inquiète personne. Et Ouattara, il faut qu'il sache qu'en 2025, il sera bouté hors de la Côte d'Ivoire. Voilà. Alors, une question. Voilà. Excusez-moi de vous avoir coupé. Une question. Quand vous entendez aujourd'hui qu'on fait les commentaires, les publications du bilan de Ouattara, et quand vous entendez aujourd'hui qu'avec Ouattara, la Côte d'Ivoire va bien, la Côte d'Ivoire est vraiment la meilleure. Et qu'est-ce que vous avez à dire à ces gens? Sam, c'est des gens, quand ils viennent sur mes commentaires, sur mes publications, ils voient. Moi, je suis un gars qui fait des publications avec beaucoup de preuves. Voilà. Et sur cette question, c'est là que j'ai fait fuir un de leurs cyberactivistes parce que je lui ai posé la question de savoir. On est à 47 000 milliards de dettes. Et ils disent les infrastructures, quand on parle d'infrastructures routières, on parle de ponts et routes. Voilà. Donc, c'est 3 000 milliards qu'ils ont pris pour travailler. Et le ministre, M. Adama Traoré, devant l'Assemblée nationale, en 2023, a dit qu'ils avaient pris 19 000 milliards pour mettre dans tous les secteurs. Éducation, salle de classe, électrification, l'eau, tous les secteurs, il a cité. Voilà, si ils ont mis 19 000 milliards dans tous les secteurs. Et pourtant, ce n'est pas une vérité. Voilà, on voit certains pays, certaines villes ivoiriennes, certains villages qui n'ont pas de bancs. Voilà. Pour les élèves, ça ne répond pas les normes pour qu'un élève aille à l'école. Voilà. Ça, c'est juste ce qu'ils disent dans la surface. Et même si on veut additionner à la dette est trop élevée. Et quand on parle du PNB, le PNB il rend tout. Le PIB de la Côte d'Ivoire il rend tout. Les caisses de l'État sont vides. Toujours, même Ouattara allait prendre une dette avec la Banque islamiste de développement, 30 milliards. Pourtant, mon frère Sam, Ouattara il touche par an 340 milliards. Ouattara touche près d'1 milliard par jour. C'est énorme pour un président quand même. C'est énorme. Voilà, il touche. Et dans un pays où le taux de pauvreté est élevé, c'est énorme quand même pour un président. Est-ce qu'il faut continuer avec ce système? On va comparer ce que Ouattara touche à ce que le président français touche. Le président français touche 87 milliards de francs CFA par an. Ouattara lui touche 340 milliards de francs CFA par an. Pourtant, par an, dans son budget, par mois, dans son budget de souveraineté, ça fait 30 milliards sur le calculé par jour, s'il touche 1 milliard par jour. Normalement, il ne peut pas aller prendre une dette de 30 milliards dans un pays truc. C'est-à-dire, moi, ce gars-là, quand on le nomme comme économiste, moi, tout hier j'ai fait une vidéo, je l'ai démontré que Ouattara n'a jamais été
directeur au FMI ou directeur adjoint au FMI. Voilà, Ouattara a été dans le truc de Candesus. Ouattara n'a jamais été... Il a été dans le... Comment on dit ça comment dire? Ouattara était dans le bureau de Candesus. Alors, vous voulez dire que son CV a été modifié pour donner l'image d'un candidat présidentiable? C'est tout. Si normalement Ouattara était... Monsieur Oximo. Monsieur Oximo. C'est pas moi qui le dis. Oui, allez-y. C'est pas moi qui le dis. L'enquête est là, sur la dévaluation et tout. Comment Ouattara vient en Côte d'Ivoire, la dévaluation et tout, c'est pas moi. J'ai fait une vidéo, j'ai montré la vidéo. Vous vérifiez, vous allez voir. Tapez sur la dévaluation, les pactes Ouattara, Sarkozy. Vous verrez tout. Et normalement, c'est le numéro 2. Que Candesus, il va embarrassé par des affaires pénales, il part. Normalement, c'est le numéro 2 qui vient. Mais pourquoi c'est M. Fischer qui vient remplacer M. Candesus et c'est pas M. Ouattara? C'est bizarre, non? C'est incroyable quand même. C'est là où personne n'arrive à voir, c'est là où personne n'arrive à analyser, personne n'arrive à observer, c'est ce qu'on peut dire. Alors, pourquoi tout est passé, tout ça là, la Côte d'Ivoire n'a pas vu ça, son ivoiriété, de sorte qui n'est pas ivoirien d'origine, hein, et aussi d'avoir inventé des parcours qui n'est pas de sa qualité. Qu'est-ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire pour vous? Est-ce que, parce que si je vous dis, excusez-moi, si je vous dis que Laurent Gbagbo est à la cause même de ce qui arrive en Côte d'Ivoire, pourquoi il a accepté de reconnaître Alassane Ouattara? Est-ce que vous accusez Laurent Gbagbo à ce niveau? Moi, je n'accuse pas le président Laurent Gbagbo. Comme l'a si bien dit je vous présente, c'est mon oncle, Oko Sissi, comme il a si bien dit, Laurent Gbagbo était acculé de partout. Et vous conviendrez avec moi, M. Sam, que quand la rébellion a attaqué la Côte d'Ivoire, on avait un accord avec la France de protection. Et la France a dit que c'était une guerre ivoiro-ivoirienne. Et Chirac a mis une zone... Excusez-moi, parce que M. Oximo, si je parle, Laurent Gbagbo a permis à Ouattara d'être candidat. Voilà, d'être candidat en Côte d'Ivoire. Exactement. Est-ce que ça a été une erreur? Je vais y arriver. Du moment où la France avait déjà son parti pris, la France était déjà avec l'armée rebelle et non avec l'armée républicaine de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, il y avait des compromis. Ils avaient même, dès 2003, poussé le président Laurent Gbagbo à faire un gouvernement d'union avec les rebelles. Même l'opération Dignité en 2004, je ne sais pas si tu t'en rappelles, l'opération Dignité, la France voyant que le président Laurent Gbagbo a commencé à bombarder les points stratégiques des rebelles, ils ont envoyé des Biélorusses aller bombarder le camp français qui était comment dire, à Boakou. Oui, le camp français qui a été bombardé et accusé sur... l'accusation a été portée sur... Ouais. Voilà. Et accuser le président Laurent Gbagbo pour pouvoir détruire ces avions de combat. Et ça pourquoi? Pourquoi les rebelles ont pris des armes? Ils ont dit qu'il faut que Ouattara soit candidat. Bon, les rebelles ont tenu des propos pour dire qu'on a pris des armes pour ne pas qu'un Ivoirien soit exclu de candidature en Côte d'Ivoire. Et avec tous les accords que le président Laurent Gbagbo, il était fatigué. Voilà, son ami l'a appelé, c'est vrai que c'est son ami et tout. Mais le président sud-africain l'a appelé, lui a dit, Ouattara était là et tout, sur Guillaume aussi. Ils lui ont dit, il faut que Ouattara soit candidat. Il est arrivé, il a accepté, il a envoyé, c'est pas un décret où à la Cour constitutionnelle, ils ont accepté, ils ont signé le truc et Ouattara était candidat. Il était candidat. Mais ça, et aujourd'hui, on paie cher cette bras ouvert à ce dictateur. Si on peut dire ça. Aussi, excuse-moi Sam, aussi, oui. Il faut que je souligne un fait. Sam, on ne peut pas défendre des gens qui sont des traîtres parmi nous. Tu peux défendre, mais si dans ta propre maison, ta femme est traître, ton enfant est traître, Sam, tu ne peux pas défendre ta maison. Tu ne pourras pas défendre ta maison. Gbagbo, dans son armée, déjà, il y avait beaucoup de traîtres qui travaillaient avec la rébellion de Ouattara.
Si vous voulez dire, je vais vous aider cette partie en disant que si vous voyez un sorcier chez vous, c'est qu'il y a quelqu'un qui est sorcier parmi votre famille. Voilà, c'est ça. En donnant des points stratégiques comme les Apollo Touré qui étaient des gendarmes au temps de Laurent Gbagbo, comme les Philippe Mangou, comme les Kassaraté, qui donnaient des points stratégiques, qui donnaient les plans de guerre aux rebelles. Gbagbo était seul. Et comme l'a si bien dit mon oncle, ils étaient, en tout cas, comment dire, il y avait le Mali contre le président, tous les pays africains, et même les pays de l'Occident. Voilà. Sauf d'autres pays qu'on ne peut pas mêler, comme le Cap-Vert, comme chez Dos Santos et tout, en Angola. Voilà, d'autres pays qui nous ont aussi soutenus. Voilà. Sinon, tous nos pays, frères, nous ont lâchés. Et Gbagbo était seul, il était obligé. C'est la candidature qui a envoyé la guerre. Donc, il faut qu'on accepte la candidature pour qu'il n'y ait plus de guerre. Alors, monsieur Oximo, on a tout récemment écouté. Je vais vous faire présenter cette vidéo. À vous de donner votre point d'analyse sur ce qui a été dit, enquêté par les journalistes français, où ils ont présenté cette audio, cette image sur une chaîne française qui est très suivie en Afrique, très suivie en Afrique. Je parle de France 24 et RFI, nos partenaires de France 24 RFI, où on explique ce qui fait Ouattara, la femme de Ouattara. Et je vais vous faire écouter et je vous laisse nous exprimer votre indignation, aussi votre idée sur cet audio. Et voici ce qui s'est passé. Alors, si vous me permettez, toutes mes excuses, je me suis je sais pas. Je vais essayer de vous présenter cette image à monsieur Oximo. Allez-y, on vous écoute en attendant. Qu'avez-vous dire aujourd'hui à ceux qui nous suivent en direct, qui sont inquiets et qui se posent la question, quand est-ce la Côte d'Ivoire pourra se débarrasser de ce régime? Quand est-ce la Côte d'Ivoire, nous les Ivoiriens qui ne sommes pas autorisés de rentrer en Côte d'Ivoire, nous pourrons un jour rentrer? Qu'avez-vous dire à ces gens-là et à vous-même en personne? Moi, ce que j'aimerais dire à tous ces Ivoiriens, à tous ces Africains, panafricains qui se soucient du sort de la Côte d'Ivoire, la Côte d'Ivoire va se libérer le jour où les Ivoiriens vont se lever dans les rues pour enlever Ouattara au pouvoir. La Côte d'Ivoire va se libérer le jour où les Ivoiriens vont se décider à chasser ce gouvernement-là de la tête de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire va se libérer le jour où tous les Ivoiriens vont se mettre ensemble, sans parti politique, sans religion, sans région, vont se mettre ensemble pour dire trop c'est trop, il faut que ce gars-là parte, on sera libéré. Et est-ce qu'il faut attendre longtemps pour ça? J'ai donné une date et ça ne va pas dépasser 2025, ça ne sera pas après 2025 en tout cas. Ok, alors je vais vous laisser écouter cet audio, si vous me permettez, monsieur, si vous me permettez. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe. Alors, TikTok vient de nous informer qu'il faudrait que j'essaye de faire à jour la plateforme pour essayer. Alors, est-ce que vous êtes là, monsieur Oximo? Est-ce que vous êtes là? Je suis là. Allez, on va vous faire écouter cette partie que nous avons pu retenir, garder pour vous. Et aussi, on vous écoutera de ce que vous avez à dire sur ça. Diffuser des intox dans la presse francophone et on n'a pas la réponse sur le degré de connaissance des clients.
autre nom cité dans votre enquête, celui de Dominique Nouvian Ouattara, la première dame de Côte d'Ivoire, qui a recours à Visa Partner depuis 2011. Là aussi, quel était l'objectif des demandes? Donc c'est une cliente historique d'Avisa et le contrat vise notamment à accompagner les démarches de la première dame de Côte d'Ivoire sur l'aide à la scolarisation des enfants et à valoriser ou survaloriser les actions la concernant. Et donc là, on a découvert dans un certain nombre d'espaces participatifs, y compris les blogs de Mediapart, parce qu'on a une partie qui permet justement d'avoir des tribunes, des textes, etc., qu'il y avait une infiltration finalement d'Avisa et de son réseau à travers les blogs de Mediapart visant à valoriser la communication de la première dame de Côte d'Ivoire. Le 31 juillet 2019, un blogueur inconnu publie un... Alors, monsieur Oximo, on vous écoute. Hein. Qu'avez-vous dire sur cet audio que vous venez d'écouter? Quand j'ai vu la vidéo pour la première fois, ça m'a pas étonné. Ça m'a pas étonné parce que le journaliste a été clair. Quand même, c'est inquiétant quand même. Oui, il a dit, c'est une cliente historique. Parce que le journaliste lui a posé la question pour lui dire, en 2011, vous avez parlé aussi de Dominique Ouattara, mais il a dit c'est une cliente historique. C'est-à-dire, même avant qu'ils arrivent, ils accèdent au pouvoir. C'est des gens qui travaillaient pour eux. C'est des gens qui falsifiaient les documents, qui faisaient croire aux gens que voilà, Gbagbo tuait les Ivoiriens en Côte d'Ivoire, Gbagbo faisait ça, Ouattara avait gagné des élections ici, Ouattara avait gagné ceci et ça. Vous voyez un peu. Et ils sont encore partenaires. Elle est encore une cliente très fidèle. Si elle est historique, c'est qu'elle est très fidèle. Cela veut dire que vous êtes d'accord à ce que le journaliste a dit. Vous êtes d'accord que ce n'est pas une mensonge. Vous êtes d'accord que c'est les faits réels qui se passent en Côte d'Ivoire. C'est les faits réels. Quand on te dit, mon frère Isaac, quand on te dit qu'en Côte d'Ivoire, on a 2% de chômeurs. Côte d'Ivoire, que toi-même tu connais la Côte d'Ivoire, on a 2% de chômeurs. Mais c'est des chiffres, on en peut finir. Quand on te dit la Côte d'Ivoire est identifiée à 90%. Mais c'est faux. Même à Abidjan, il y a le point où il n'y a pas de courant. Quand on te dit la Côte d'Ivoire a de l'eau potable à près de 90% de sa surface. Mais c'est du mensonge. Donc aller puiser l'eau au marigot aussi, c'est de l'eau potable aussi. Qui nous disent que voilà, dans les villages, on va puiser l'eau au marigot, c'est ça aussi l'eau potable. C'est du pipeau, c'est du mensonge. Il y a beaucoup de choses comme ça qu'ils augmentent et tout. Mais c'est du gros mensonge en fait. Ok. Si un mot de synthèse en conclusion, vous voulez dire que tout ce qu'on nous parle là, selon le bilan, doivent être vérifiés. Et est-ce que aujourd'hui les dépenses publiques, aujourd'hui la population est au courant de l'État ou de la façon d'utilisation de ces dépenses publiques? Est-ce que y a-t-il des audits en Côte d'Ivoire pour ça? Monsieur Sam, avant de parler d'audit, d'abord, il faudrait savoir combien qui rentrent par les points à péage, combien qui rentrent par jour, combien qui rentrent par mois et combien qui rentrent par année. Ça, d'abord, il n'y a pas d'audit, on ne sait pas combien qui rentrent. Et les dettes, quand ils prennent les dettes, comment ils distribuent les dettes, comment ils dispatchent, comment ils travaillent avec. Les Ivoiriens ne savent pas. Mais on dit que les péages, c'est ce qui rentre de péage, c'est pour rembourser que les routes ivoiriennes construites par Ouattara n'appartiennent pas à la Côte d'Ivoire, mais qu'à des entreprises privées où l'État doit rembourser la dette qui a été prise pour la construction de ces routes. Combien? Ouais. C'est combien qui rentre? Combien on rembourse par mois? Combien on rembourse par an? C'est ça qu'on dit l'audit. Combien on rembourse par an? Combien qui rentre dans les caisses d'abord? Pour qu'on sache combien qui va. C'est ça aussi les audits. Ils nous ont dit c'est pour les Ivoiriens, ils nous ont pas dit qu'on allait rembourser ces 30 ans. Non, s'ils devaient rembourser ces 30 ans, on allait leur dire de ne pas faire de pont. Si ça vous fait un pont, et les Ivoiriens vont payer. Et puis en Abidjan, en plein Abidjan, faire des ponts à péage, mais c'est hallucinant. Et on ne sait pas combien qui rentre, on ne sait pas combien vous payez de vos dettes. On sait actuellement que la Côte d'Ivoire, de la dette extérieure à la dette intérieure, la Côte d'Ivoire doit 45 000 milliards. Et on ne sait pas combien d'Ivoiriens possèdent la voiture.
Il faut Voilà. se poser cette Si question vous parce que payez- c'est pour quel intérêt que ces routes ont été construites ou que ces ponts ont été construits et pour quel intérêt? Qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est utile que, par exemple, la construction des écoles, est-ce que les Ivoiriens, est-ce que c'était une nécessité primordiale pour la Côte d'Ivoire? Ou bien c'était pour faciliter le passage des marchandises des pays occidentaux qui sont aujourd'hui actionnaires dans beaucoup d'économies et dans beaucoup d'infrastructures ivoiriennes? C'est la question qu'on se pose. Mais pour vous, Monsieur Oximo, faudrait-il considérer que la Côte d'Ivoire est vendue aujourd'hui au temps de Ouattara ou la Côte d'Ivoire appartient aux Ivoiriens? Monsieur Sam, quand on calcule la dette d'abord, chaque Ivoirien doit 1200 euros. 1275 euros. C'est-à-dire près d'1 million. Plus d'1 million si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, si vous êtes, on est 30 000 Ivoiriens, si tu es un père de famille, tu as ta femme et tes 3 enfants, toi, tu dois près d'1 million d'euros, d'1 million de francs CFA, ta femme doit près d'1 million de francs CFA, tes enfants, tes 3 enfants, chacun doit près d'1 million de francs CFA. Parce qu'on est 30 millions. Divisé par les 47 000 milliards de dettes que la Côte d'Ivoire doit, chaque Ivoirien doit payer près d'1 million de francs CFA. Et Ouattara continue encore à prendre des dettes. Ça, c'était dans le mois de mars 2024. Excusez-moi, parce que beaucoup vont se poser cette question. Est-ce que ces informations sont vérifiables? Et qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? Ces informations sont très, très vérifiables. Vous allez même sur le site du gouvernement ivoirien. Les dettes sont là. La dette extérieure, la dette intérieure. J'ai ça ici, je parle. Si vous voulez, je vous montre ça en mode vision tout à l'heure. Ok, pour les téléspectateurs qui diront qu'ils ne croient pas, cela est des pros pour vous, pour aller enquêter vous-même la personne pour connaître la réalité. Allez-y, on vous écoute. Je peux présenter? Allez-y, ouais. On va essayer d'agrandir un peu votre image, hein, si c'est possible, parce que je pense qu'on a... Ou bien, allez-y, vous pouvez m'envoyer ça et je vais présenter ça. Voilà, vous pouvez m'envoyer sur WhatsApp. C'est sur le même téléphone qu'on est là. Exactement. J'envoie au aussi. Exactement. Allez-y. Ouais. Allez-y. Alors, oui, allez-y, on continue, allez-y, on vous écoute. Donc, c'est vérifiable. C'est des trucs qui sont vérifiables. Quand on calcule, chaque Ivoirien doit, et c'est pas moi ce que je dis, et même il y a un député PDCI qui l'a dit une fois. Et c'est par là que moi je suis allé vérifier. Et j'ai su que je devais 1 million, près d'1 million de francs CFA. Ma femme doit près d'1 million de francs CFA. Mes enfants doivent près d'1 million de francs CFA et tous, chacun. Oui, mais comment les Ivoiriens peuvent payer ça, sachant que le PIB, le salaire d'un Ivoirien aujourd'hui, c'est combien dans le pays? Le salaire d'un Ivoirien, ils disent le PIB, c'est à 70 000 francs. 70 000 francs qui fait à peu près 120 euros, si je ne me trompe pas et tout. Voilà, à peu près 120 euros, 130 euros. Alors, après avoir fini d'enlever toutes les factures, les besoins familiaux, combien peut-on donner à l'État? Est-ce que c'est pas une dette qui va un jour prendre le coût des Ivoiriens et les empêcher de vivre? La dette a déjà pris le coût des Ivoiriens. Parce que si la facture augmente toujours, c'est pour rationner un peu la dette. Si la facture augmente, c'est pour rationner un peu la dette. Si aujourd'hui, aucun Ivoirien ne peut prendre un studio de 30 000 francs en Côte d'Ivoire, c'est pour rationner la dette. Parce qu'ils ont vendu des terres, des terrains à des comment dire, à des fonds vautours. Toutes les maisons qu'on casse à Abidjan, c'est pour rendre tous ces terrains au fonds vautours. Hein. Et même, sans aller en besogne, vous connaissez Géos, j'espère. Ouais. Géos gère l'aéroport de Côte d'Ivoire et Géos gère les ports de Côte d'Ivoire. C'est pas moi qui l'ai dit, c'est le patron, le DG de Géos qui l'a dit. Il gère le port de Côte d'Ivoire, c'est eux qui fixent les tasses et tout. Ok. Donc les Ivoiriens sont pris à la gorge par cette dette. Ok. C'est vraiment dommage. Hein. On va revenir tout à l'heure avec vous, Monsieur Oximo. Monsieur Okosisi, ces informations ne sont pas à la disposition des Ivoiriens.
ça ne parle pas dans les télévisions, dans les chaînes ivoiriennes aujourd'hui que nous connaissons, et qui font de multiples de vues au pays. Est-ce que les Ivoiriens, on peut dire aujourd'hui, les Ivoiriens sont trahis par certaines de ces institutions, comme les journalistes qui ont un pouvoir dans la Constitution et qui n'ont pas la capacité, qui n'ont pas l'intelligence de penser à la population? Qu'avez-vous dire? Parce que c'est grâce à vous et à M. Exmo que nous pourrons savoir réellement ce que la Côte d'Ivoire vit aujourd'hui et ce que les Ivoiriens vivent aujourd'hui. Est-ce que ce n'est pas une déception pour vous? Alors, d'abord, Oximo a même aidé Ouattara quand il dit que le SMIC tourne autour de 120 €. Parce que 70 000 francs CFA dont il parle, ça correspond à 107 €. Ce qui veut dire que même 110 € encore ou 120 €, on peut dire c'est bon. Mais c'est 107 €. Oui, mais c'est peu quand même de voir quand le prix augmente. C'est pour ça que je prends, les choses augmentent. C'est pour ça que je prends la peine de rectifier. Parce que 120 €, on va dire c'est beaucoup. C'est 107 €. Alors, vous dites aujourd'hui, est-ce que les Ivoiriens ne sont pas trahis? Tu sais, l'expression trahison, c'est que vous et la personne dont on dit faire une trahison avait un pacte, avait un secret ensemble. Si moi aujourd'hui, je dis à Oxymore, demain, on va aller faire ceci, cela, et que quelqu'un d'autre l'apprend, c'est qu'il m'a trahi. On est d'accord? Ce que j'essaie de ressortir ici, c'est que entre les Ivoiriens et le terroriste Hassan Dramane Ouattara et sa clique, il n'y a pas de pacte. Je répète, est-ce que les Ivoiriens ont été trahis par Ouattara? Négatif, non. Est-ce que les Ivoiriens ont voté Ouattara pour dire que Ouattara devrait travailler pour eux? Non. Est-ce que les Ivoiriens ont plébiscité Ouattara pour dire que Ouattara doit poser des actes où ils vont se sentir trahis? Non. Avant cette question, je vous avais expliqué par A plus B que la démocratie est aussi une science. Une science qui respecte des normes, des règles. Et cette science, c'est de faire des élections de façon au suffrage universel. Et la procédure entre les élections, c'est-à-dire la pré-campagne, d'abord le choix du candidat dans son giron politique, la pré-campagne, la campagne, aux élections, la lecture des élections, la proclamation des résultats, jusqu'à la validation par le Conseil constitutionnel, le terroriste Hassan Dramane Ouattara n'a à aucun moment établi cette science-là. Donc, il n'a jamais eu de pacte entre lui et les Ivoiriens. Il y a eu un individu, comme je vous ai donné l'exemple tout à l'heure, par imagerie, que les armes de l'Occident ont imposé à la tête de la Côte d'Ivoire, qui s'est senti les mains liées. C'est en ce moment-là qu'on parle de trahison. Trahison pourquoi? Tout à l'heure, Oxymore a parlé de pacte militaire, de contrat militaire entre l'armée ivoirienne, pour ne pas dire l'État de Côte d'Ivoire, et l'armée française, qui au moment où ce pacte, ce contrat devait être mis en exergue, la France s'est débinée pour dire non, c'est une guerre ivoiro-ivoirienne. C'est à ce moment-là qu'il y a eu trahison. Trahison parce que si la France prélève à la Côte d'Ivoire des milliards d'euros, pour ne pas dire des CFA, tout peut-être qu'ils ont un pacte, un contrat entre le pays et l'armée. Si la France prélève à la Côte d'Ivoire des richesses ou peut-être qu'ils ont été l'ex-colonisateur et que c'est leur droit de prélever l'argent du sous-sol, c'est leur droit de mettre des bâtiments en location, c'est leur droit de retirer à la Côte d'Ivoire l'argent de la CEI, de la SODECI, c'est leur droit d'avoir de grandes institutions en Côte d'Ivoire, c'est leur droit de ne pas avoir de payer les impôts, c'est leur droit d'aller et de venir en Côte d'Ivoire, et qu'au moment où les Ivoiriens ont un problème, ils ne réagissent pas, alors qu'ils nous passent, ils passent le temps à nous voler, c'est là qu'il y a trahison. Sinon, avec Ouattara, l'individu, Ouattara, son clan et les Ivoiriens, il n'y a jamais eu de pacte, donc il n'y a pas de trahison. Ce que nous subissons est le fait de la trahison de l'oligarchie mondiale, de la France. C'est le fait de la trahison de l'OTAN qui se présente comme étant le garant de la paix dans le monde. C'est une trahison des grandes nations comme les États-Unis qui se disent démocratiques, comme la Grande-Bretagne, comme le Canada, comme le Japon, comme la Chine,
comme la Russie et tous ceux qui siègent au Conseil des Nations Unies. C'est là qu'il y a trahison. Parce que quand un pays veut suivre la démocratie, il faut qu'on l'accompagne normalement. Mais si on fait fi d'accompagner ce pays dans la démocratie et qu'on décide pour ses intérêts de mettre quelqu'un à la tête de la Côte d'Ivoire, est-ce que c'est cette personne qui a trahi? Non, c'est plutôt le système qui a imposé Ouattara par les armes au coût, par des millions et par le sang versé des Ivoiriens qui nous a trahis. Ça, il y a trahison. Maintenant, est-ce qu'il y a déception? Mais je vous ai expliqué tout à l'heure par A plus B que si vous êtes pris en otage avec l'arme à l'attente, là où les animaux, même par instinct, peuvent suivre, ce n'est pas un homme normal qui n'est pas suicidaire. Il va venir jouer les Django, comme on le dit. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire a fait l'objet d'une injustice internationale, d'un complot international, avec l'ONU qui a envoyé une armée qu'on appelait la force onusienne en Côte d'Ivoire, avec la France, avec laquelle on avait un pacte qui a déployé la force du corps doublée par le 41 Bima, avec les Comores qui est venu de la CEDEAO à laquelle la Côte d'Ivoire appartient, et avec les politiques de l'Union africaine et les frères de la CEDEAO et certains hommes politiques de l'intérieur et de l'extérieur, avec la trahison de l'armée, comme l'a dit Oxymore. Oui, dans l'armée du président Laurent Gbagbo, pour ne pas dans l'armée de la Côte d'Ivoire, parce qu'il y a une différence entre l'armée du président Gbagbo et l'armée de la Côte d'Ivoire. L'armée de la Côte d'Ivoire, c'est ceux qui font le travail régalien. Il y a eu une trahison parce que tous ces soldats-là qui sont aujourd'hui à la solde de Ouattara étaient à la solde de la France-Afrique, ont tous trahi la Côte d'Ivoire. Donc Philippe Mangou, donc Apollo Touré et j'en passe. Aujourd'hui, tous ces mercenaires, ces terroristes de la rébellion qui sont devenus des hauts cadres dans l'armée, comme Chérif Ousmane, Kone Zakaria et j'en passe, sont ceux-là qui, en tant que frères, ont créé la déception. C'est à ce moment qu'il y a la déception. Les gens comme Soleil Bafouri Guillaume, leader estudiantine, fils de Côte d'Ivoire, frère par entièreté de la Côte d'Ivoire qui ont décidé d'adouber une rébellion sous peut-être la charte du Nord qui aujourd'hui le regrette, sont ceux-là qui ont créé notre déception. Donc en gros, si aujourd'hui les Ivoiriens s'expriment sur les médias et qu'aujourd'hui c'est le titre de votre émission, et que par ricochet, où on parle de démocratie, ils sont ostracisés, ils sont poursuivis, ils sont arrêtés, ils sont poussés en exil, ils sont assassinés, et que le monde entier ne dit rien, là il y a déception, là il y a trahison, parce que le système nous a abandonnés. Pourquoi ce système nous a abandonnés? Parce qu'aujourd'hui là, nous dérangeons le système. Et c'est pour ça que nous saluons la posture de l'AES. L'AES qui dit non, on ne veut plus. Vous avez assez menti. Le président Ibrahim Traoré a dit qu'on peut prendre une personne, on le défaçonne, on le façonne, on fait de lui ce qu'on veut et on fait croire aux gens que cette personne était monstre. Aujourd'hui, nous avons compris. Aujourd'hui, au Burkina, au Niger, en Guinée, au Mali, on fait attention à tout ce qui rentre comme information, à tout ce qui sort, parce que c'est une arme très dangereuse. On fait attention à tout ce qui rentre par les voies aériennes, les voies terrestres, parce que c'est des gens qui viennent abêtir et créer la division dans les peuples. On fait attention à tout ce qui sort, on fait attention à tout ce qui est activité, même politique. Tout récemment, vous avez vu que Choguel Kalamaïga a été démis de ses fonctions parce que certaines personnes font corps avec le système qui impose les gens comme Hassan Dramane Ouattara. Si aujourd'hui, les cyberactivistes, donc Sibiko, est encore en prison, que nous saluons sa témérité, nous saluons le camarade. Donc Gala Kolebi a levé tout simplement parce qu'il a dit merci que Nicolas Sarkozy soit arrêté. Jusqu'à présent, on n'a pas ces informations. Des gens comme l'artiste du coupé décalé, DJ Volcano, arrêté, puis libéré après avoir purgé sa peine. Des gens comme Peter 007, qui a été un cyberactiviste proche de moi et qui aujourd'hui a été arrêté puis libéré. Des gens comme Zena Bayoub, qui est cyberactiviste de GPS, qui a été arrêté. Des gens comme Bakongo, qui est un influenceur qui dit, juste critique le pouvoir, qui a été arrêté puis a libéré parce qu'on a l'objet de mettre pardon. Des gens comme Apitou, qui hier communiquait pour la gloire de leur soi-disant développement, qui a été arrêté sous prétexte qu'il a prêté de l'argent et que parce que l'argent ne lui appartient pas, l'arrêté, alors qu'en Côte d'Ivoire, on voit des gens autour de ces terroristes-là brandir de l'argent matin, midi, soir et qui ne sont pas inquiétés. Quand on voit des gens comme Dexter Hamilton, dit dessin animé, précurseur du cyberactivité ivoirien, le précurseur de la Dream Team, le nom retiré sur la liste électorale alors qu'il est en exil parce qu'il est cyberactiviste. Quand on voit tout ça là, aujourd'hui on sait que oui, les cyberactivistes sont là, il y a une fatwa sur les cyberactivistes. Quand on voit un homme comme Johnny Pacheco, lui aussi précurseur des cyberactivistes depuis la Dossi Gang,
qui a même failli perdre la vie parce qu'il a été agressé par les torchons du RDR, par les moutons du RDR, et aujourd'hui, il les a rejoints parce qu'il s'est senti trahi par le camp du président Laurent Gbagbo, et aujourd'hui, il revient à lui-même, qu'on veut encore l'assassiner. On comprend qu'aujourd'hui, Ouattara, c'est terminé. Hier, Ouattara qui était brandi au ciel comme étant le Messie. Vous venez de voir une émission que vous avez présentée, une émission qui révèle en réalité tous ces mensonges. Une émission qui révèle la réalité que Ouattara est zéro. C'est pour ça qu'Oxymore a pris la peine d'expliquer un peu les dettes, a pris la peine d'expliquer un peu le chômage, a pris la peine d'expliquer un peu comment est-ce que la Côte d'Ivoire est endettée et comment est-ce que tout ce qui se tourne autour de Ouattara est du faux. Vous-même, vous devez écouter une émission qui met à nu tout ce que vous pouvez entendre de l'extérieur. Même les informations que vous allez chercher sur Internet sont biaisées, puisque ces médias de l'international français, ces médias qui sont payés à coups de milliards d'argent des Ivoiriens, ne font que mentir sur la souffrance des Ivoiriens, là où les Ivoiriens dorment dans les cimetières, là où les Ivoiriens ont des maisons qui sont cassées, là où les maisons n'ont même pas le minimum pour manger. On nous parle de SMIC de 70 000 francs CFA qui tourne autour de 107 euros. Donc, tout ce qui se passe autour de Ouattara, ce n'est que du mensonge, ce n'est qu'un leurre, ça a été un monstre qui a été fabriqué pour passer et abattre l'opinion nationale, l'opinion internationale, créer un terrorisme intellectuel, un terrorisme psychologique pour que les gens pensent que Ouattara est quelqu'un. Aujourd'hui, nous sommes arrivés vers la fin. Quand nous voyons la création de l'AES qui hier était un atout pour lui, quand nous voyons les cyberactivistes qui hier n'avaient pas Internet pour communiquer, quand nous voyons aujourd'hui la même France qui a mis Ouattara au pouvoir, le décrier, là où il parle du premier mandat de deuxième République, la France parle de troisième mandat, parle de quatrième mandat. Là où la communication tenue par la RTI est bâclée et est prise en main par les cyberactivistes, dont Oxymore et mes camarades de la Dream Team. Là où nous pouvons dire haut et fort sur les médias à l'international, c'est que nous pensons. Là où nous, hier, qui avons été aux côtés des armes pour nous battre, qui avons mis notre poitrine, nous avons reculé et nous prenons la voie. Si aujourd'hui nous sommes traqués, si aujourd'hui nous sommes dans une fatwa, si aujourd'hui nos camarades sont arrêtés, certains poussés en exil, certains tués, c'est parce que nous dérangeons. Et Sam, je tiens à te dire que les Ivoiriens ne sont pas condamnables parce qu'ils sont pris en otage. Et comme la Côte d'Ivoire a toujours réagi à un moment bien précis, un moment bien clair, qui sont que la voie des élections, on l'a vu en 2000, on l'a vu en 2004, on l'a vu en 2011 et nous allons le voir en 2025 comme nous l'avons vu en 2020. Parce que cette fois-ci, le Woody de Mama, l'homme fort, le Widiti, le grand Laurent Gbagbo, le combattant intrépide, le panafricain aujourd'hui, imité mais jamais égalé, est dans la place. Aujourd'hui, nous avons des femmes, des Gbiwourons comme Edith Picheni Balé. Aujourd'hui, nous avons des militaires qui sont prêts à reprendre le flambeau de la Côte d'Ivoire. Nous avons des patriotes comme Baba Nicolo, comme Oxymore, comme tous ceux qui se battent chaque jour que Dieu fait pour reprendre notre pays. Je veux dire aux Ivoiriens de rester dans cette posture, de rester dans l'opiniâtreté, de rester dans l'envie de reprendre leur pays, de rester dans la combativité, mais de rester surtout concentré. Cette histoire de CEI, cette histoire d'élection, c'est le même alibi que Ouattara a utilisé pour prendre les armes. Et bien nous aussi, nous allons utiliser tout ce qui concourt à son départ pour l'enlever du pouvoir. Allez vous faire enrôler. Ils sont à la CEI, nous sommes à la CEI. Ils sont dans l'armée, nous sommes à l'armée. Ils sont à l'Assemblée nationale, nous sommes à l'Assemblée nationale. Ils sont partout, nous sommes partout. Nous allons imposer à Ouattara le dictat, comme hier ils nous ont fait. Ouattara en 2025, c'est terminé. Et je dis, comme l'a dit mon camarade Oxymore, à qui je dis merci. Merci à toi pour cette émission. Merci de nous avoir donné la parole pour pouvoir dire aux Ivoiriens, aux Africains que oui, les cyberactivistes sont traqués parce qu'ils dérangent et parce qu'ils arrivent à garder les Ivoiriens en éveil. Merci Okosisi. Alors, monsieur Oxymore, pour votre mot de fin, qu'avez-vous dire comme conclusion? Je vais d'abord vous dire merci. Merci de m'avoir invité. Et je serai encore heureux d'être encore sur votre chaîne. Et je viens de découvrir la chaîne, mais je vais m'abonner, essayer de partager un peu la chaîne. Parce que voilà, il faut aussi aider les frères qui sont dans le travail, qui sont dans le panafricanisme. Il faut les aider aussi, il faut les encourager. Voilà, et je vais en tout cas promouvoir la chaîne. T'inquiète pour ça. Ça, c'est un boulot que je vais faire. Merci beaucoup. Voilà, merci de vous inquiéter pour les Ivoiriens, mais les Ivoiriens sont déjà prêts, ils sont déjà mobilisés. Comme je l'ai dit, les Ivoiriens sont prêts, ils sont mobilisés. Je reçois beaucoup de messages et il y a d'autres même qui sont prêts à rentrer déjà dans l'AES. Ça, je le dis ouvertement. Et les Ivoiriens sont prêts à arracher leur pays dans la main de ce voleur, dans la main de ce voltaïque en 2025. Et ça, soyez... Ouais. Allô?
Il faut que tout le monde soit prêt pour ça. Merci. Merci beaucoup, monsieur Oximo, monsieur Okosisi. Merci, comme vous l'avez dit, monsieur Oximo, ça ne sera pas la première fois, ni la dernière fois. Vous serez toujours là, chez vous, ici sur la chaîne Amtro TV, le média. Et un grand merci à Okosisi de nous avoir mis sur le chemin. Allez-y. Si tu permets, je voulais aussi dire aux Ivoiriens que, comme tout à l'heure vous l'avez dit, est-ce que les Ivoiriens sont placides? Non, nous ne sommes pas placides. D'ailleurs, nous nous organisons. Et à ce titre, aujourd'hui, nous savons que nous sommes africains. On ne veut pas dénier le fait que le terroriste Hassan Dramane Ouattara et sa clique sont dans le maraboutage. Et à cet effet, nous les Ivoiriens nous organisons. Nous participons financièrement pour pouvoir envoyer les Africains qui savent les choses spirituelles, les choses mystiques, pour désembouter les Ivoiriens. Et si tu me permets, je donne un numéro où ils peuvent nous joindre pour contribuer. Allez-y. Avec ta permission, le numéro c'est le plus 31 6 840 58. Donc je répète le numéro pour tous ceux qui veulent contribuer à aider les sachants africains, les virtuoses de l'Afrique, ceux qui ont l'esprit métaphysique et spirituel de désembouter face au sacrifice humain que fait le terroriste Hassan Dramane Ouattara pour se maintenir au pouvoir. Il faut appeler ces numéros-là pour contribuer 5 francs, 10 francs, 1 euro, 3 euros pour qu'on puisse permettre à ces gens-là de parler à la terre de la Côte d'Ivoire, de parler aux eaux de la Côte d'Ivoire, de parler au vent de la Côte d'Ivoire, à la forêt de la Côte d'Ivoire, au ciel de la Côte d'Ivoire. Et ce numéro, je le donne encore pour tous ceux qui veulent contribuer. C'est le plus 31 10 840 encore et 58. Voilà le numéro sur lequel ils peuvent appeler et la personne qui est au bout du fil va leur apporter cette information qu'ils veulent. Et il y a un deuxième numéro que je vous donne encore pour ceux qui n'arrivent pas à joindre le premier numéro. Le deuxième numéro c'est le plus 33 7 524 158 86. Donc je répète, le deuxième numéro c'est le plus 33 7 524 158 86. Merci beaucoup Sam et merci de nous avoir invités. Pour ce qui concerne le combattant Oximo, vous avez son contact pour les débats. Il est vraiment très éloquent et avec lui, il va amener d'autres camarades de TikTok parce que eux, c'est les dieux de TikTok qui vont vous aider à pouvoir débattre et puis bon voilà. Merci beaucoup à toi Sam, merci à vos auditeurs, merci à tous ceux qui nous suivent. Je suis Okosimo Nicolo et Tio Okwe, Erio Okwe. Adia Protoli, Bon, Yeremina. Merci. Merci Okosisi, merci monsieur Oximo, merci à tous ceux qui nous suivent sur TikTok, qui nous découvrent sur TikTok pour la première fois, grâce à cette proposition de Okosisi qui nous a vraiment suivre Amtro sur TikTok. Et grâce à cette proposition que nous avons pu faire ça pour vous. Et on te remercie beaucoup Okosisi pour ça. Et un grand merci à monsieur Oximo aussi, un grand merci à lui d'avoir accepté de venir sur ce plateau et de débattre avec nous. Et on se dit à demain, si tout va bien. Veuillez tout simplement vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater. Retrouvez Africa sur YouTube, Facebook, TikTok.